Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu, le magazine qui, chaque soir, vous aide à décrypter l'actualité sur BX1. Cette semaine, en région bruxelloise, on a notamment parlé encore de sécurité avec des échanges de coups de feu au parvis Saint-Antoine à Forêt. Les deux informateurs, Christophe de Beukelaar et Elke van den Brand, ont multiplié les réunions pour tenter de trouver une sortie de crise à la région bruxelloise. Et puis à l'étranger, l'Ukraine a accepté le principe d'un cessez-le-feu, tandis que l'Union européenne se cherche, elle, un nouveau positionnement. On va parler de tout ça avec notre invité. Il est député européen, il est aussi actuellement président de parti par intérim. Il pourrait devenir président de plein exercice à la date du 13 avril. C'est Yvan Verhofstadt, des Engagés, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Yvan Verhofstadt. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer tout de suite par cette campagne interne à l'intérieur des Engagés pour remplacer Maxime Prévost. Il est devenu vice-premier ministre. Il faut donc un nouveau président de plein exercice. Pour l'instant, vous êtes président par intérim. Il y a un challenger. Il s'appelle Marc-Antoine Matthijssen. Et vous allez voir que dans cette campagne électorale interne, il ne vous épargne pas. Que dit le statut sur le président? Le président doit être membre depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Donc le 12 mars 2025, il doit être donc membre le 12 mars 2022. C'est pas le cas. Vous êtes un homme de la presse, regardez la presse. Yvan a rejoint les Engagés, il s'est fait un ramadan médiatique. C'était quand? Au mois de mai. Ouais. Au mois de mai 2022, donc ça ne fait pas 3 ans. Donc en tant que candidat président, eh bien, il ne remplit pas la condition essentielle, c'est de membre. Il y a un peu d'ambiance là dans cette campagne aux Engagés, Marc-Antoine Matthijssen. Eh bien, je vais vous dire, on a lancé ce nouveau parti en disant on va être un nouveau parti, une nouvelle manière de faire la politique. Je respecte les statuts, je voudrais que les autres le fassent aussi. Alors, Yvan Verhofstadt, vous allez avoir l'occasion de répondre. Vous ne respecteriez pas les statuts des Engagés? Non, je pense que je respecte évidemment les statuts des Engagés et évidemment ma candidature, je pense, est totalement valable. On a un collège des assesseurs qui va pouvoir vérifier tout ça, vérifier à quelle date et depuis combien d'années je suis bien membre des Engagés. Et voilà, je pense qu'en toute sérénité, ça sera confirmé correctement par le collège des assesseurs. Je pense que l'important maintenant dans cette campagne, c'est d'arrêter les petites phrases, c'est de se focaliser sur l'essentiel. Ouais. L'essentiel, c'est d'avoir une transition et de défendre ce mouvement et de parler du concret, du programme que l'on défend, chacun et chacune. On va y revenir. Sur le fond, il y a un autre reproche qui vous est fait par votre challenger, c'est la présence à vos côtés, parce qu'il faut se présenter avec 2 vice-présidents pour la Wallonie et pour Bruxelles dans cette élection. La présence à vos côtés de Vanessa Maats, qui est ministre. Et d'après Marc-Antoine Matthijssen, c'est pas possible d'être à la fois vice-présidente et ministre. Alors j'ai la chance d'avoir 2 vice-présidentes, l'une à l'Action citoyenne, l'autre à la réflexion politique, qui sont Marie Jacquemin et Camille Maître-Jean. Et en plus de ça, j'ai la chance d'avoir Vanessa Maats qui accepte, dans un premier temps comme conseillère stratégique, c'est comme ça que c'est mentionné dans notre acte de candidature, de soutenir et d'apporter son expérience à l'équipe qu'on essaye de mettre en place pour continuer à développer les Engagés. C'est un faux débat, le problème. C'est un faux débat, je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur autre chose. Alors on va s'intéresser au fond avec notamment les questions que nous ont envoyées des internautes. On va commencer par une question de Sébastien. On est sur les réseaux sociaux, il se fait appeler Fantomas. Pourquoi un parti normalement centriste et respectable comme les Engagés a-t-il accepté de collaborer avec un MR qui vire de plus en plus vers le populisme, porte atteinte à la société civile, à la liberté de la presse, à la liberté d'expression? Dans le paysage politique actuelle, il n'y a plus personne au centre, écrit Sébastien. Et puis, autre internaute, Oyo Royo, comment le MR a-t-il réussi à phagocyter les Engagés au point qu'il semble être devenu le parti de Georges-Louis Boucher en plus fade et sans personnalité? Alors, est-ce que le peut-être futur président des Engagés que vous êtes peut répondre à ces 2 remarques? Vous savez, dans ce monde-ci où on a une polarisation de plus en plus importante du débat, et on l'a vu aussi avec le dernier gouvernement, qui à force d'avoir une tension entre la gauche et la droite a fini par avoir une paralysie complète et oublié de s'occuper des Belges, des citoyens d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'il est vraiment important d'avoir des partis comme le nôtre, des mouvements comme le nôtre, qui ont la capacité à accepter des compromis, à accepter de faire, oui, c'est vrai, le programme du gouvernement n'est pas le programme des Engagés, mais en même temps, il est indispensable pour les Belges parce qu'on a besoin absolument de remettre notre pays en l'état. Et donc, c'est vrai qu'on a fait des compromis. Ouais. Mais c'est vrai aussi qu'on est fermement sur notre programme, mais aujourd'hui, on n'a pas 51%, et donc il faut être en capacité de dresser des... Engagé, MR, c'est pas bonnet blanc et blanc bonnet. Ouais, vous savez, on nous a longtemps dit qu'on était scotché au PS. Maintenant, le petit jeu est de dire qu'on est à la remorque du MR. Ouais. Je
peux vous dire, pour avoir participé aux négociations, que sur chaque phrase, sur chaque ligne, nous avons négocié dans cet accord de gouvernement pour essayer de le ramener le plus possible vers le centre. Et vous y reconnaissez au final? Évidemment, on a décidé que c'était suffisamment, que nos lignes rouges étaient respectées et qu'il y avait plus de bénéfices pour les citoyens à faire cet accord-là, cet accord de gouvernement-là, que d'avoir un gouvernement qui est complètement paralysé. Donc oui, je pense qu'il y a des choses qui sont nécessaires, même si on avait été seul, évidemment, ça aurait été totalement différent. Sur les questions de société, quand il y a des petites phrases sur l'utilité ou pas d'un ministre de la Culture, ou quand on veut peut-être faire une pause, voire détricoter le pacte pour un enseignement d'excellence, vous avez les moyens de résister à ce genre de pression ou pas? On a clairement les moyens de résister et on a d'ailleurs une ministre de la Culture très compétente et qui continuera parce qu'aujourd'hui, et c'est essentiel, dans ce monde justement où on se polarise, on est dans les petites phrases, on a besoin de la culture. On a besoin de la culture pour continuer à alimenter ce socle commun. Et donc la culture, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. Il n'y aura pas de coupe sombre dans le budget de la culture. Il n'y aura pas de coupe sombre dans le budget de la culture et on continuera à la défendre parce que c'est essentiel pour l'avenir de notre société. Et donc oui, on arrive à mettre notre marque. Et vous savez, on ne sera jamais un partisan de la participe aux oppositions comme d'autres. Mais par contre, mon rôle comme président, si je suis élu demain, ça sera de faire de la partie distanciation. C'est-à-dire de continuer à expliquer quel est le projet des engagés, qui est bien différent de celui du gouvernement, même si nous assumons et nous serons un partenaire fidèle, parce que les Belges le méritent d'avoir un gouvernement qui fonctionne. Mais la participe distanciation, ça veut dire aussi qu'on accepte d'avaler certaines couleuvres? Mais c'est ça la réalité démocratique aujourd'hui. Si nous avions 51%, les choses seraient différentes. Mais être responsable aujourd'hui, c'est d'accepter aussi certains compromis. Mais un exemple, un débat qui a lieu en ce moment, justement, au sein de la majorité fédérale sur le refinancement de la défense. On parle de 4 milliards dès cette année, 17 milliards à l'horizon de la fin de la législature. Ça pourra se faire sans augmentation d'impôts ou pas? Je pense qu'il est trop tôt pour pouvoir le dire. Sur la durée, comment les choses vont pouvoir évoluer. Nous serons en tout cas attentifs à ce que ce financement de la défense, qui est nécessaire et que nous appelons de nos vœux, ne se fasse pas au détriment des plus faibles. Et donc, nous, notre voie dans ce gouvernement, c'est de veiller à ce que l'on protège celles et ceux qui en ont le plus besoin et que ce financement soit fait en tenant compte des épaules les plus larges. Alors, deuxième thème que je vous propose ce soir, Yvan Verhofstadt, la question de la sécurité en région bruxelloise, avec une question, celle de Charles de Grève. En quoi la suppression des zones de police est-elle un bien pour notre région? Je suis assez vieux pour avoir connu l'époque des polices communales où il y avait des patrouilles régulières, explique Charles. Aujourd'hui, c'est une habitude qu'on a perdue. Que va-t-il se passer lorsqu'on aura une seule zone? Alors, on ne veut pas supprimer les zones. En tout cas, moi, je ne suis pas pour la suppression des zones de police. La question est de savoir comment est-ce qu'on peut avoir un organe de coordination plus fort encore à l'échelle de la région. Parce que la réalité, c'est que les problèmes de narcotrafic que l'on connaît ou simplement de terrorisme que l'on craint, ils ne se règlent ni à l'échelle de la commune, ni à l'échelle de la zone, ni même à l'échelle de la région, ni même seulement à l'échelle du pays. Donc moi, ce que je pense que d'abord on doit faire, c'est renforcer la police fédérale, la police judiciaire fédérale, mais il faudra aussi renforcer notre coopération internationale. Si on va vers une seule zone de police, historiquement c'est dans l'accord de gouvernement fédéral, ce sera qui le patron politique de cette méga grande zone? Ce sera un bourgmestre tiré au sort? Ce sera une tournante parmi les bourgmestres? Ce sera le ministre-président? Alors je pense que ça doit vraiment rester ancré sur nos zones de police et sur le travail positif qui amène nos bourgmestres de toutes ces communes qui ont une vraie connaissance du terrain et qui pourront avoir un organe de concertation logique, mettre en commun certains moyens et qui sera évidemment mené par les bourgmestres d'une manière ou d'une autre. En cas d'urgence, on ne peut pas être dans la concertation ou dans le conciliabule. Il faut désigner quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il y aura un organe basé sur les zones de police et sur les bourgmestres qui se retrouveront dans un organe unique qui permettra d'avoir une chef politique. Il y aura un chef politique qui pourrait, par exemple, être une tournante au sein des bourgmestres. On va rester un instant sur cette question de sécurité. Je vous propose d'écouter le procureur du roi, le nouveau procureur du roi en région bruxelloise, Julien Moinil, avec une déclaration qu'il a faite au Parlement bruxellois. C'était le 18 février. C'est une bonne occasion pour moi de dire ce que j'ai sur le cœur. Et quand je vois ce garçon de 19 ans dans la station de métro avec la balle dans le dos, ça fend le cœur. Ça fend le cœur et je ne comprendrais pas qu'il n'y ait pas une réaction à la mesure de la gravité. Et j'en ai marre de me réveiller avec des fusillades, pas parce que je n'aime pas mon travail, parce qu'en réalité c'est passionnant, mais parce que le citoyen de Belgique, les citoyens belges, bruxellois, néerlandophones ou francophones ne méritent pas ça. Avec la charge qui leur est imputée au niveau financier chaque année et toute la contribution qu'ils donnent, ils méritent un État qui prend mieux en charge la sécurité, je pense.
Yvan Verhofstadt, les engagés sont membres de la coalition fédérale. Est-ce que vous pouvez garantir à Julien Moinil et à tous les autres qu'il n'y aura plus de trous dans les cadres, à la police fédérale, dans les polices locales, au parquet, et qu'on va effectivement nommer et payer les gens qui doivent être en fonction? Vous savez, on s'est battu au sein de l'accord du gouvernement, malgré la situation financière difficile dans laquelle on est, pour immuniser les budgets de la sécurité, de la police et de la justice, et même pour réinvestir 1 milliard d'euros dans ces domaines-là. Parce que nous sommes convaincus que la liberté commence par la sécurité. Et donc, évidemment, il faut pouvoir réinvestir. C'est l'objectif de ce gouvernement. Et on a mis les moyens. Je pense que ça a été une erreur phénoménale de désinvestir dans la police fédérale. Il est plus que temps de remettre les moyens, et c'est prévu dans cet accord de gouvernement. On a aussi la possibilité d'avoir une révision de la norme KUL, la fameuse norme, pour pouvoir remettre plus de police aux endroits où on en a le plus besoin, comme à Bruxelles. Si on doit trouver 4 milliards dans la défense, on va ça ne sera pas avoir la tentation d'aller rogner sur les autres départements, notamment la justice. Ça ne sera pas au détriment de la justice et de la police, qui sont tout aussi importants que notre défense extérieure. Nous avons une défense intérieure. Vous savez, la déstabilisation de nos sociétés, elle peut se faire par les frontières, mais elle peut aussi se faire par l'intérieur. On a absolument besoin de justice et de sécurité pour nos citoyens. Si vous êtes président demain, vous serez attentif à ce que les investissements en justice et en police, ils profitent aussi à la région bruxelloise et pas que à la région d'Anvers? C'est fondamental. Ouais. C'est fondamental. C'est un enjeu, ça, même ou pas? Si, même, bien sûr qu'il faudra continuer à faire entendre la voix. Et c'est pour ça aussi qu'on a, et on se bat avec les engagés pour réussir à enfin avoir un gouvernement de plein exercice au niveau de la région Bruxelles-Capitale. Même si ce n'est pas évidemment une compétence régionale, il faut qu'on ait aussi une voix bruxelloise qui se fasse entendre à tous les niveaux de pouvoir. Ça sera aussi mon rôle de se battre. Mais vous savez, la sécurité des Bruxellois, elle dépend aussi de la sécurité qu'on a à Anvers. Et donc, arrêtons d'opposer l'un et l'autre, parce que si demain on contrôle mieux notre port, l'arrivée, entre autres, de drogue, eh bien, c'est aussi à l'avantage des Bruxellois. Mais il faudra plus de policiers sur le terrain à Bruxelles, il faudra une police fédérale qui est capable de remonter les filières, qui est plus importante, qu'elle soit à Anvers, qu'elle soit à Bruxelles, dans le même intérêt, c'est de lutter contre ce narcotrafic. Alors, puisque vous avez fait quasiment vous-même la transition, le sujet suivant, c'est effectivement une fameuse négociation à la région bruxelloise. Depuis 3 semaines maintenant, on a un duo d'informateurs, Christophe de Beuckelaar de votre parti, Elke van den Brand du parti Groen. Ils ont rencontré à peu près tout le monde. À l'heure où on enregistre cette émission, ils ne se sont pas encore exprimés, mais ils pourraient s'exprimer dans le courant de la journée. Je vous propose déjà d'écouter Frédéric de Gucht, c'est le chef de file de l'Open VLD, donc les libéraux néerlandophones en région bruxelloise. Et il disait très clairement ce matin que si la solution pour former le prochain gouvernement, c'était de se passer de la NVA, il n'était pas tout à fait favorable à l'idée. Je tiens à un gouvernement qui veut et qui peut reformer Bruxelles. Et pour ça, on a besoin du niveau fédéral. Et je veux rappeler à tout le monde qui est le Premier ministre au niveau fédéral. Et c'est le parti NVA. Vous êtes en train de nous dire que c'est Bart de Wever qui peut décider qui fait la majorité à Bruxelles. Ce n'est pas une question qui peut décider. Il faut travailler ensemble en politique si on veut changer quelque chose. Et il ne faut pas chercher les problèmes, il faut chercher les solutions. Les informateurs vont informer quelqu'un, et ça, ce n'est pas encore clair pour moi, qui, de le résultat des échanges qu'ils ont eus pendant 3 semaines, qui étaient dans une bonne entente. Et il ne faut pas mal comprendre. Je pense que tout le monde a eu les bonnes intentions. Maintenant, il faut voir ce qui est le résultat. Alors, est-ce qu'elle a permis d'avancer cette fameuse mission de Christophe de Beuckelaar et Elke van den Brand? Je pense qu'elle a quand même permis de remettre l'essentiel au cœur du débat, c'est-à-dire les Bruxelloises et les Bruxellois. Et je pense que le gros avantage de la mission qu'ont mené Christophe et Elke, c'est vraiment de rappeler à chacun que l'essentiel était de trouver une solution pour les Bruxellois et les Bruxelloises, parce que plus personne ne comprend comment on peut être encore avec des exclusives. Alors il faudra que tout le monde mette de l'eau dans son vin. La réalité, c'est que si on reste sur les exclusives, on a bien vu pendant 8 mois, ça a été l'impasse. Il va falloir qu'on dépasse ces exclusives et que chacun fasse un effort. C'est avec ou c'est sans la NVA la solution? Mais ça, je laisserai les informateurs donner les conclusions de leur rapport et il est trop tôt maintenant pour s'exprimer. Ouais. Est-ce qu'ils ont eu raison alors de tester une piste qui était une piste avec un gouvernement minoritaire du côté francophone, se passant du Parti socialiste? Je pense qu'ils ont eu raison de tester toutes les pistes, d'envisager toutes les solutions pour les Bruxellois et les Bruxelloises. Et c'est ça qu'on devra retenir de cette mission. Et je pense que toutes les personnes qui regardent comment les choses se sont passées reconnaissent que les 2 informateurs ont eu un seul souci, c'est d'essayer de trouver une solution pour débloquer cette situation. Et je pense que l'ensemble des politiques aujourd'hui, je le dis de manière super calme, positive, mais ferme, doivent avoir un seul objectif. On ne peut pas accepter que la population reste sans gouvernement aujourd'hui à Bruxelles. On aura un gouvernement
bruxellois pour Pâques, pour le mois de juin, pour le mois de septembre? Le plus tôt possible. Et je crois que si chacun... Pour Pâques, c'est possible? Je crois que si chacun fait un effort et met l'eau dans son vin, c'est possible pour Pâques. Alors, vous êtes pour l'instant président par intérim des engagés, mais vous êtes aussi député européen. On va terminer cette émission en s'intéressant à ces questions de relations internationales. Et une des grandes questions du moment, c'est de savoir comment l'Europe peut exister dans ce monde où les usages habituels en termes de diplomatie ou de relations internationales ont été un peu bousculés par le style de Donald Trump. Est-ce que l'Europe est encore alignée sur les États-Unis? C'est une question qu'on a posée à Michel Demact. C'était jeudi matin dans Bonjour Bruxelles. On ne peut pas analyser la relation transatlantique à l'aune uniquement des premiers mois du second mandat de Donald Trump. C'est une relation qui est ancienne, qui est historique. Nous sommes des alliés depuis très longtemps. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, moi, je plaide pour une relation transatlantique qui soit toujours forte, c'est-à-dire alliée, mais certainement pas aliénée. C'est le risque aujourd'hui. Je veux que nous restions des alliés, mais pas aliénés des États-Unis. Alors, est-ce qu'on est des alliés des États-Unis encore aujourd'hui, maintenant, ou est-ce que, quand on voit ce qui s'est passé sur l'Ukraine, quand on voit qu'il y a des sanctions commerciales, on répond par d'autres sanctions commerciales, qu'on va peut-être demain se fâcher très fort avec des grandes plateformes comme Facebook ou X, est-ce qu'on va dans cette direction-là, ou est-ce que les Européens vont finir par faire profil bas parce qu'ils n'ont pas le choix face aux États-Unis? On doit absolument avoir une Europe unie et ferme. Les États-Unis sont un partenaire, mais pour avoir un partenariat sain, il faut qu'on ait deux partenaires qui soient suffisamment indépendants, autonomes et capables d'avoir une négociation d'égal à égal. Et donc il faut absolument, et c'est ce sursaut-là que l'on voit et que l'on sent dans les couloirs de l'Europe, c'est de se dire qu'il est temps que l'Europe retrouve de son autonomie pour être un vrai partenaire capable de dialoguer d'égal à égal avec les États-Unis, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, parce que c'est comme ça qu'on va se faire respecter. C'est pas pour ça qu'on est en opposition, mais on doit aujourd'hui répondre de manière ferme à M. Trump, tenir la ligne que l'on s'est fixée au bénéfice des Européens. On n'est pas en opposition avec Donald Trump quand il fait ce qu'il a fait sur l'Ukraine ou quand il menace d'annexer le Groenland, qui est un territoire danois. Il est clair qu'on n'est pas sur la même ligne que les Américains. Il est clair que l'on doit pouvoir s'opposer quand on ne sommes pas d'accord, parce que c'est comme ça qu'on a un partenariat qui est un vrai partenariat. Et c'est pour ça que l'Europe doit être plus autonome au niveau de son énergie, plus autonome, garder son autonomie alimentaire, garder son autonomie au niveau innovation. Et c'est pour ça qu'il faut absolument réinvestir au niveau de l'Europe pour qu'on puisse avoir un vrai partenariat où parfois on puisse dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on puisse se distancier quand ce n'est pas juste et quand on a besoin de défendre nos intérêts. On est dans une compétition internationale réelle avec des logiques de concurrence. Nous ne sommes plus dans une globalisation heureuse. Ce sont des vrais empires qui se font une compétition et il y a une force réelle au niveau européen. Alors, un exemple qui relève de la compétence européenne, ce sont les fameuses plateformes Facebook, X, où il n'y a plus de modération. Théoriquement, ça rentre en contradiction frontale avec les règlements européens qu'on a votés au Parlement européen. Tout à fait. Il faut sanctionner ces plateformes. On peut prendre ce risque-là, y compris si on a des rétorsions américaines? Y compris si on a des rétorsions américaines, évidemment. On l'a vu d'ailleurs. On va le faire alors. L'Europe a été en capacité. Regardons ce que l'Europe a fait avec Google quand Google a abusé de sa position dominante, avec Apple quand Apple n'était pas prêt à suivre nos réglementations. L'Europe, il faut bien que les téléspectateurs se rendent compte de ça. L'Europe est cette force qui est capable de se dresser et de mettre à l'amende pour plusieurs milliards d'euros ces GAFA. Il n'y a aucune raison que notre démocratie plie face à ces multinationales. Alors, je vous propose une question encore d'un de nos téléspectateurs ou auditeurs, c'est Bernard Crutzen, et il se demande quel engagé souhaite vraiment dilapider ce qui reste de finances publiques dans un conflit perdu d'avance. Il fait référence évidemment à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, plutôt que d'investir dans la recherche d'une solution pacifique ou dans d'autres domaines de proximité. Il a raison, Bernard, de dire on ne doit pas être trop derrière les Ukrainiens parce que de toute façon, ils ont perdu la partie. Ah non, je crois vraiment qu'il se trompe. Je pense que c'est notre responsabilité aujourd'hui d'être derrière les Ukrainiens et qu'on a énormément de chance d'avoir un peuple ukrainien courageux comme il l'est aujourd'hui et que nous avons une responsabilité de les soutenir parce que si on cède en Ukraine, on ne sait pas où les choses s'arrêteront. Aujourd'hui, nous devons soutenir, devons être aux côtés des Ukrainiens, c'est fondamental. Il peut aller jusqu'où ce soutien? Est-ce qu'on va un jour envoyer, par exemple, des soldats belges, un contingent belge en Ukraine pour, par exemple, garantir un accord de paix s'il y en a un jour? Mais je pense que s'il y a un accord de paix, comme l'a décrit monsieur Macron, et qu'il y a besoin d'avoir des forces européennes ou d'une coalition plus large qui sont là pour garantir ou maintenir cette paix, c'est une piste qui mérite d'être envisagée et qui mérite d'être analysée. Donc là, vous dites pas non. On ne dit pas non à ça. Je pense qu'il y aura le besoin. Vous savez, il est parfois facile d'arrêter la guerre. L'objectif ici, c'est de construire la paix.
et construire la paix de manière durable. Ce qu'on a fait lors des accords après l'invasion de la Crimée, c'était peut-être arrêter la guerre, mais on voit bien qu'elle revient quand on ne construit pas la paix de manière pérenne et de manière solide et garantie. Vous croyez encore en l'avenir de l'OTAN? Parce qu'on voit quand même que Donald Trump, il a fait un petit revirement du côté de l'Ukraine, mais ce n'est pas tout à fait désintéressé, hein. C'est le minerai ukrainien, les métaux rares ukrainiens qui l'intéressent. Vous croyez que s'il y a un problème demain en Europe, les Américains vont voler au secours des Européens comme ils l'ont fait en 39-45? Je crois qu'aujourd'hui, l'OTAN... C'est pas de la naïveté d'y croire? Alors, je pense que pour ne pas être naïf, il faut toujours se prévoir le pire. Et pour prévoir le pire, il faut reprendre on a une responsabilité au niveau européen d'avoir notre autonomie au sein de l'OTAN. L'objectif n'est pas de remettre en question, ça mettra aussi du temps, il faut aussi être conscient de reconstruire une armée européenne. Mais nous avons été trop longtemps passifs et profitant des dividendes de la paix. Nous devons prendre notre destin en main. Et si c'est que comme cela que l'OTAN pourra jouer son rôle correct, parce que nous serons aussi en capacité, si jamais l'OTAN ne fait pas le job, de pouvoir le faire nous-mêmes. Ouais, ça veut dire qu'on doit avoir un pilier de défense européen. On doit absolument avoir un pilier de défense européen coordonné. Mais la défense, vous savez, c'est aussi investir dans des filières industrielles ici en Europe. C'est aussi créer des jobs en Europe. C'est aussi défendre notre système énergétique. Parce que la guerre, elle risque d'être autant cyber que, vous savez, dans l'histoire, on a souvent eu des sièges. Si demain, on a un siège qui nous bloque notre énergie, ça ne durera pas longtemps sur notre autonomie européenne. C'est pour ça que je plaide pour qu'on investisse aussi dans nos infrastructures énergétiques pour nous protéger, y compris en matière de défense. Eh bien, justement, est-ce qu'on n'est pas justement en train de changer d'époque et de tourner le dos à une grande époque où on ne parlait que de mondialisation et de libre-échange, où on achetait quand même le moins cher possible parce que ça nous intéressait, quitte à ce que ça vienne de l'autre côté du monde. Je vais prendre un exemple qui va vous parler, vous qui avez été le fondateur Multipharma. Les médicaments, aujourd'hui, certains sont produits en Europe, beaucoup sont produits aux États-Unis et beaucoup sont produits en Chine. On doit se dire que demain, on doit être capable de tout produire chez nous ce raisonnement, on doit l'appliquer aux automobiles, à l'énergie, vous venez d'en parler, et à tout le reste? Vous savez, je pense qu'au-delà de l'anxiété bien légitime que ressentent les Belges aujourd'hui, je crois que c'est peut-être l'aune et l'arrivée d'un monde meilleur et plus sûr que l'on est en train de construire, où on peut plus protéger nos standards sociaux, environnementaux. Mais ça passe par notre autonomie. Les médicaments aujourd'hui, je faisais justement une sortie à ce sujet-là cette semaine, c'est fondamental qu'au niveau européen, on veille à ne plus avoir de pénurie sur les médicaments. On a beaucoup trop de médicaments en pénurie aujourd'hui en Europe et c'est autant de malades dont le traitement n'est pas garanti. Donc il faut investir dans des filières de production de médicaments, retrouver une autonomie ici en Europe et négocier comme Européens. Mais ça, c'est un vœu pieux, Yvan Verhofstadt, parce que si on les produit en Europe, ils seront plus chers, le consommateur ne les achètera pas et ce ne sera pas rentable. Et c'est vrai pour les médicaments comme pour les voitures. C'est ce que j'ai vécu dans mes vies précédentes, c'est aussi de voir que quand on arrive à négocier correctement avec les firmes pharmaceutiques, par exemple en ne se faisant pas concurrence, et c'est la décision de la Commission européenne, se faire moins concurrence entre pays européens, on arrive à faire diminuer les prix des médicaments pour avoir moins de marge au niveau des firmes pharmaceutiques au bénéfice de la sécurité sociale et des malades. Et donc moi, ma conviction, c'est qu'on doit être capable de réindustrialiser l'Europe, de négocier comme Européens, d'arrêter de se faire concurrence, de massifier nos achats pour avoir le prix le plus faible et la garantie que les malades ont accès à leurs médicaments. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur aujourd'hui? C'est Vladimir Poutine ou c'est Donald Trump? Je pense que Vladimir Poutine est plus dangereux que Donald Trump. Il est un vrai agresseur, mais on ne doit pas être naïf par rapport à Donald Trump. Donald Trump ne comprend que le rapport de force. Et donc, nous devons absolument pouvoir lui répondre avec la même intelligence, la même fermeté et la même unité européenne, parce que dans ce cas-là, on arrivera à le faire plier. Il ne faut surtout pas que l'on cède au chantage de Donald Trump. Plus que jamais, nous avons besoin d'une Europe qui tienne la ligne droite, et d'hommes et de femmes politiques qui ont une vraie stratégie à long terme. Une dernière question, Yvan Verhofstadt. Le 13 avril, si vous êtes élu président des engagés, vous restez député européen? Oui, je reste député européen, tout comme l'ensemble des présidents de partis sont par ailleurs députés. Et peut-être que ça sera d'ailleurs l'occasion de continuer à mettre un peu Vous aurez suffisamment d'énergie et de temps pour mener les deux jobs de front? Mon danger, c'est justement que je travaille plutôt un peu trop qu'un peu trop peu. Et c'est vrai que c'est plutôt 7 jours par semaine. Mais ça sera aussi l'occasion de montrer, de faire partager aussi avec la population, et je pense que c'est important, le rôle essentiel que l'Europe joue aujourd'hui pour le bien-être des Belges, que ce soit en termes de médicaments, on l'a dit, que ce soit demain en termes d'industrie automobile, que ce soit de recyclage, que ce soit d'énergie. L'Europe a un rôle essentiel à jouer. Et peut-être que par ce biais-là, j'arriverai à le mettre plus en lumière, parce que parfois dans les médias, il est compliqué de pouvoir parler d'Europe, alors que c'est essentiel. Et bon, on a parlé pendant quelques minutes quand même. Merci beaucoup. Merci Yvan Verhofstadt, président pour l'instant par intérim des engagés, député européen. Merci d'avoir été notre invité cette semaine.